Comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement les terrains sont multiples, variés, mais à côté des terrains à proprement parler, il y a toujours eu des considérations de type épistémologique et de type théorique. Et ça m'a toujours accompagné. Donc moi, j'ai toujours eu le souci de la réflexivité, comme on l'a dit, le souci d'aller et de revenir entre théorie et pratique. Bien sûr, pour analyser les notions qu'on utilise, enfin, et déconstruire, par exemple, j'ai donné l'exemple de la religion, mais enfin, ça peut être la parenté, ça peut être la violence, ça peut être les sacrifices. Donc pour déconstruire, mais en même temps aussi pour reconstruire, c'est-à-dire pour donner des instruments épistémologiques pour moi-même, d'ailleurs pour me clarifier moi-même mon propre propos, mais aussi pour les collègues, enfin puisqu'on échange les colloques, les publications, mais aussi pour les étudiants. Donc moi j'ai un énorme souci et j'ai eu la chance au fond d'être un enseignant-chercheur, c'est-à-dire moi j'ai toujours enseigné à l'université. J'ai toujours eu des cours et à un certain moment, on avait même 7 heures de cours à l'université de Lausanne. Après, ça a été baissé à 6 heures. Donc, c'est juste pour dire que j'ai toujours, avant même que je sois nommé professeur, déjà j'étais assistant, donc j'encadrais les étudiants et j'ai continué à le faire. Et ma particularité, c'est que j'ai toujours voulu enseigner à tous les échelons. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais considéré que il ne faut pas donner de cours, enfin non, c'est-à-dire que les jeunes qui donnent des cours d'introduction, puis après, en fait, on va prendre des cours de spécialisation et tout à sa convenance. Moi, j'enseigne à tous les niveaux, tout m'intéresse. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai pu écrire des ouvrages grâce justement à l'enseignement, grâce aux étudiants, grâce aux séminaires que je donnais. Et un des ouvrages que j'ai écrit parmi les premiers, j'étais encore très jeune, quoi. Enfin, je venais à peine d'être nommé professeur, ou peut-être même pas. C'est l'introduction à l'anthropologie, qui a eu beaucoup de rééditions, qui après a été retravaillé et réécrit sous la forme du local au global. Euh, Anthropologie du local au global. Donc l'introduction à l'anthropologie, c'était 1989. Du local au global, c'était 2008. Mais donc je reprenais ce manuel, mais en le retravaillant complètement et en l'actualisant. Donc, pour moi, c'était une dimension importante que je donnais aux étudiants, mais en fait, c'est pas du tout. C'est un ouvrage de référence, mais moi, chaque année, je change de cours, je thématise et tout. Donc, c'était juste pour permettre aux étudiants d'avoir un manuel dans lequel ils peuvent trouver les références, les auteurs, les théories, etc. Donc voilà, ça c'était une première production, quoi. Enfin, donc ces deux manuels d'introduction à l'anthropologie et du local au global, anthropologie du local au global, et, euh, assez rapidement, en travaillant en interdisciplinarité, comme on dit, on aime bien l'interdisciplinarité, mais enfin bon, j'ai toujours pensé que pour faire de l'interdisciplinarité, il faut d'abord s'assurer de sa matière et s'assurer de sa discipline. Mais bon, mais cela dit, justement, j'ai fait de l'interdisciplinarité dans la mesure où, avec des collègues, anthropologues, mais aussi des collègues venant de l'anthropologie de la Grèce antique, de la linguistique, de la philosophie, pour travailler sur la question du texte, la description. Donc d'où l'ouvrage qui s'appelle Le discours anthropologique, description et narration, savoir, 1990, qui est un ouvrage de 4 collègues, dans lequel justement on s'est attaché à définir ce qu'était l'anthropologie, le discours anthropologique, la narration, dans un contexte français où à l'époque on ne voulait pas du tout entendre parler de réflexion épistémologique.
on était très fermé en France. 1990, c'était vraiment... là, l'épistémologie n'existait pas, enfin, c'était surtout le terrain ou de la théorie. Par contre, des considérations épistémologiques, c'était pas la bienvenue. Bon, c'est venu beaucoup plus tard, mais c'était un des premiers ouvrages vraiment de langue en français qui a été publié sur cette question-là. Donc, le discours anthropologique, description, narration, savoir, 1990. Alors, à partir de là, donc les collaborations ont continué et donc ça m'a permis de développer toute une série de réflexions épistémologiques, notamment figures de l'humain, les représentations de l'anthropologie, en 2003, donc là aussi avec des collègues français et italiens. De nouveau, des considérations, mais au fond, c'est quoi l'anthropologie et comment thématiser, comment décrire, et puis quelle est la place, au fond, de la fiction et la place de la modélisation, hein. Donc, c'était des considérations importantes. Bien sûr, là, je ne le donne pas de façon chronologique, mais enfin, en 1994, j'ai écrit un ouvrage où j'étais seul, quoi, enfin, mais qui s'appelle Le discours anthropologique. Non, pardon, L'invention de l'autre, essai sur le discours anthropologique, où je faisais un peu le point sur le discours anthropologique à travers mes terrains, bien sûr, mais aussi en prenant comme prétexte de parcourir les terrains, mais de les problématiser par rapport aux questions méthodologiques, par rapport aux questions théoriques. Donc, des ouvrages sur les récits de voyage, mais également, j'ai cité tout à l'heure les oasis, c'est-à-dire comment j'ai repris mon terrain dans les oasis pour essayer de réfléchir sur la question du savoir de l'anthropologue, savoir indigène, développer des considérations aussi sur... un certain nombre d'autres considérations sur la notion de l'exotique, etc. Voilà. Et donc, ces ouvrages, avant que j'en arrive à d'autres et plus actuels, j'ai écrit un ouvrage aussi qui est sorti en 2000 avec deux collègues, un français et l'autre italienne, qui s'appelle L'imbroglio ethnique, en 14 mots-clés. Et donc, c'est un ouvrage qui était important, notamment pour les étudiants, un peu comme l'introduction à l'anthropologie, un peu comme... l'anthropologie du local au global. En 14 mots-clés, on essaye de faire le point sur, au fond, les concepts clés de l'anthropologie, mais en partant de l'idée d'essayer de comment, en fait, et c'est le titre de l'ouvrage, L'imbroglio ethnique, comment, en fait, l'anthropologie ou les objets de l'anthropologie sont toujours pris dans des considérations à la fois culturelles et idéologiques, où il faut faire la part des choses, quoi. D'où l'imbroglio, hein, parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est que culture, on ne sait pas très bien que c'est l'identité, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'ethnocentrisme, le stéréotype. Donc on a repris tous ces l'ethnicité, enfin tous ces éléments-là pour essayer de les déconstruire et de les reconstruire, pour essayer donc de les mettre en perspective. J'ai également donc écrit un ouvrage qui s'appelle L'universalisme américain et les boulons de l'humanité, mais c'était en 2002. Et c'est un peu l'ouvrage qui fait la jonction entre un certain nombre de réflexions, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la question de l'universalisme, de la référence universaliste, et notamment américain. Et là, c'était après les attentats de 2001, les attentats de New York, où, bon, bah voilà, il y a eu toute une discussion, et puis tout d'un coup, on s'est posé la question, mais enfin, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai trouvé intéressant, en fait, de visiter ou de revisiter cette notion d'universel. Donc, j'ai parlé tout à l'heure par rapport au modèle américain et au modèle français, pour essayer de comprendre, au fond, quel est, comment dire, qu'en est-il de l'universalisme américain après les attentats?
de 2001. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le monde? Qu'est-ce que ça nous apprend sur ce qui est universel? Parce que il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le bien contre le mal, c'était Bush, c'était Ben Laden. Enfin, c'était quelque chose où il y avait une opposition terme à terme entre la civilisation et la barbarie, etc. Et puis, au fond, ce qui m'a de nouveau, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de voir un peu comment approcher les choses et puis qu'entendre à ce moment-là du universalisme et puis qu'entendre par terrorisme, etc. Enfin, donc, bon, même si c'était un ouvrage un peu pas engagé, quoi, enfin, parce que bon, ou alors tout est engagé, enfin, donc toutes mes réflexions, même épistémologiques, sont engagées. Mais disons, c'était un ouvrage quand même qui répondait à une interrogation très précise. Comment peut-on penser le monde après 2001, mais en essayant de les relier à tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire à des considérations à la fois philosophiques et autres. Bon, alors cet ouvrage a donné lieu plus tard, en 2014, à un ouvrage qui s'appelle « Pour un universalisme critique, essai d'anthropologie du contemporain ». Donc là, c'est un ouvrage dans lequel justement j'essaie alors de faire le point sur vraiment mon parcours. Bon, et comme je l'ai fait dans l'invention de l'autre essai sur le discours anthropologique, bon, de temps en temps, là, comme ça, 10 ans ou 15 ans après, j'ai fait le point sur mon parcours anthropologique et sur les différentes raisons, au fond, qui m'ont intéressé, qui m'ont guidé. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que cet ouvrage, je l'ai intitulé en cinq parties. La raison identitaire, la raison sacrificielle, la raison anthropologique, etc. Pour essayer de traverser à la fois l'histoire de l'anthropologie, l'épistémologie de l'anthropologie, à travers un certain nombre de considérations contemporaines, notamment à travers des objets. Bon, je reprends la question de la vache folle, quoi, là-dedans. Je reprends la question de la violence extrême. Je reprends, voilà, le rapport à la nature, etc. Pour la question de la guerre, etc. Voilà. Donc, je crois qu'enfin, bon, bien sûr, j'en oublie d'autres, mais disons, c'est un peu l'essentiel, mais de nouveau, pour souligner ce souci d'articuler une réflexion épistémologique enracinée dans des terrains, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des terrains très diversifiés, nomades finalement, mais qui me permettent peut-être de mieux balayer en fait, notre modernité, de mieux balayer les différents objets auxquels nous sommes confrontés, auxquels aussi l'anthropologie elle a été confrontée, parce que moi en fait j'ai toujours été curieux quoi en fait de savoir de traverser les terrains, de traverser les époques, de traverser les auteurs, et puis d'essayer un peu de trouver des fils conducteurs qui nous permettent de baliser en fait, de baliser un certain nombre de passages, un certain nombre de considérations. Donc voilà, grosso modo, comment on peut présenter les choses. Je ne sais pas alors si oui, je dois certainement avoir oublié quelques livres, mais j'y pense. Il y en a un qui est relativement récent, qui est sorti en 2014, un peu comme en même temps que pour un universalisme critique. C'est un ouvrage qui s'intitule Tunisie, carnet d'une révolution, que j'ai écrit en 2014 et qui est en quelque sorte, comme le titre l'indique, une sorte de carnet d'une révolution, où j'essaye de reprendre un certain nombre d'éléments qui ont tourné autour de la révolution tunisienne, pour ne pas dire arabe, parce que ça n'a pas de sens. Enfin, donc déjà, la révolution tunisienne, c'est énorme, et puis c'est loin. Je suis loin d'avoir balayé tout ce qu'il y avait à balayer. Non, mais ce qui m'intéressait là, c'était une conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, un événement
un événement inattendu. Hein. Bon, comme tous les événements inattendus, comme toutes les révolutions, mais particulièrement dans une conjoncture où, en Tunisie, on avait vraiment l'impression que, au fond, c'était presque, entre guillemets, la fin de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que c'était une dictature, un désenchantement. On ne savait pas, en fait, comment sortir de ça, enfin. Et voilà cet événement qui arrive et puis qui, tout d'un coup, ouvre le monde et ouvre les possibilités. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de nouveau, je l'ai visité en tant qu'anthropologue, à savoir comment peut-on penser euh, un moment révolutionnaire et surtout comment le penser à travers la réinvention du lien social. Parce que ce qui s'est passé après cette révolution, c'est que tout d'un coup, tout est devenu possible. C'est un peu comme mai 68, toute proportion à garder. Tout d'un coup, il y a un événement extraordinaire qui nous sort des sentiers battus et que tout d'un coup, on découvre il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de possibilités. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi je l'ai vécu et que beaucoup d'autres, parce qu'il y a un enthousiasme incroyable, de nouveau, qui s'inscrit dans une perspective d'émancipation. Du nouveau, c'est quoi d'autre l'anthropologie, sinon de penser l'émancipation et de se donner les instruments de réfléchir sur notre monde. Donc voilà, un événement extraordinaire qui a lieu. Moi, je me suis dit, bah, au fond, je vais en faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il a eu lieu en 2011, moi j'écris en 2014. Donc au début, je ne voulais rien écrire, j'étais dans l'action, j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'étais enthousiasmé et tout. Mais c'est vrai qu'à un certain moment est venu le temps, disons, de la réflexion, ou le temps de l'écriture, quoi. C'est-à-dire à un certain moment, j'ai pensé qu'il était nécessaire que de revenir sur cette expérience et d'avoir une sorte de réflexivité. Et vraiment, mon souci, c'était le fil conducteur, c'était comment le lien social se délite et comment il se réinvente. Euh, Comment une société, comment de l'amitié et de la sympathie circulent entre les gens, comment on invente de nouvelles formes sociales, mais qui relèvent de différents niveaux, et comment aussi comment revisiter la théorie anthropologique. D'où cet intérêt que j'ai pu avoir sur la notion de peuple, multitude. Mais qu'est-ce qu'un peuple? Qu'est-ce qu'une multitude? Parce que bon, là, on est parti de l'idée, ben voilà, quoi, c'est de nouveau revisiter des terrains ou des périodes historiques connues. Enfin, après tout, la commune, quoi. Enfin, c'était quoi? C'était aussi ça. Enfin, c'est-à-dire tout d'un coup, bon, c'est quoi le peuple? De nouveau, on revisite des périodes historiques, mais quand même avec un éclairage supplémentaire. Et dans le cas particulier, moi, ce qui m'a intéressé, c'était bien sûr, armé de Tony Negri, Hart, la question de la multitude, armé enfin un peu quand même de Butler, la question du genre et la question de la construction de l'identité. Donc ça m'a permis, au fond, de mettre à profit et de mettre en pratique un certain nombre de réflexions sur l'émancipation, l'autonomie, le lien social, voilà, donc moi j'ai eu énormément de plaisir à faire ce terrain, énormément de plaisir aussi à écrire, même si par ailleurs, bien sûr, avec le temps et la distance, on est vraiment dans le désenchantement, quoi. Enfin, bien sûr, il y a une sorte d'investissement ou de surinvestissement. On a pensé que bah, le monde allait changer, mais de nouveau, voilà. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il faut aller de l'avant, et puis de toute façon, je crois que ça a toujours été comme ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, on revient chaque fois au même problème, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est quoi le lien social, c'est quoi être ensemble, c'est quoi la sociabilité, c'est quoi le progrès, quel est le bien commun, quel est le rôle de la multitude, voilà. Donc c'est voilà, et puis c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à l'écrire sous forme dialogique, en fait, parce que quand même, bon, bah, j'ai essayé un peu d'assumer une position, quoi. Enfin, bien sûr, bon, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait dans les autres ouvrages, mais je l'ai fait de façon beaucoup plus rigoureuse et contrôlée, quoi. Enfin, dans mes ouvrages, bien sûr, il y a une réflexivité, mais qui tente chaque fois, en fait,
de bien contrôler les choses et d'avoir les sources et tout. Mais ça ne veut pas dire que dans cet ouvrage, je ne l'ai pas fait non plus, mais j'avais une plus grande liberté, disons, de ton, une plus grande liberté pour l'écrire, quoi. Donc voilà, je crois que c'est quelques éléments qui peuvent en quelque sorte accompagner. Alors peut-être un petit ouvrage qu'il ne faut pas oublier, c'est le manifeste de Lausanne, qui pour une anthropologie non hégémonique, enfin qui date de 2011. C'est un ouvrage qui a été simultanément publié en anglais et en français. Il a été publié 2 fois en italien et même en chinois. Bon, voilà, oui. Bon, alors, bon, bien sûr, là aussi, c'est un travail collectif, c'est un travail qui est parti d'ailleurs de l'Université de Montréal, non, de Québec. Et autour d'un colloque, on s'est réunis, des amis, et puis voilà, quoi, les choses ont mûri, et puis on a fait une sorte de manifeste, c'est-à-dire une façon un peu de faire le point sur l'anthropologie en général et l'anthropologie francophone en particulier, non pas pour faire des exclusives et non pas pour dire qu'il y a une anthropologie francophone au détriment d'autres. Au contraire, c'est-à-dire le souci, c'était plutôt une anthropologie non hégémonique. Mais il se trouve que, bon, bien sûr, l'anthropologie, elle est surtout anglo-saxonne, il y a une sorte d'hégémonie anglo-saxonne. Donc on était parti de l'idée qu'il fallait pratiquer une anthropologie non hégémonique, et une anthropologie non hégémonique, souvent, elle provient des marges, quoi, en fait. Et on était un peu dans cette configuration-là, quoi. Enfin, l'anthropologie francophone, c'est vrai qu'on n'était plus dans les grands récits, Lévi-Strauss, etc., où l'anthropologie française avait encore une certaine importance, quoi. Dans les années 2000, 2010, il y en a beaucoup moins, quoi. Donc, c'est l'anthropologie anglo-saxonne qui a pris le... Bon, donc on a voulu un peu, non pas faire du francocentrisme, hein. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vient de Québec, de Suisse, de Belgique et tout, donc l'idée n'était pas là. Non, mais de résister à une forme d'uniformisation de la discipline anthropologique, hein. Et d'ailleurs, et très vite, au fond, ce projet s'est transformé en un dictionnaire anthropène et en un dictionnaire ouvert et dans lequel participent et publient bien sûr des anthropologues francophones, mais aussi anglophones, quoi. Enfin, donc, le souci, c'est de pratiquer une anthropologie vraiment non hégémonique, tout en sachant que l'anthropologie hégémonique, elle est d'orientation anglo-saxonne, quoi, mais qu'il faudrait pouvoir introduire la critique à ce niveau-là, quoi. Enfin, donc voilà, et alors ce dictionnaire, il a la particularité, donc je m'en occupe avec Francine, et on a pu avoir depuis relativement quelques années un soutien très important de la part de l'Université de Québec. Et donc c'est vraiment grâce à l'Université de Québec que ce projet a pu au fond exister. Bon, actuellement l'Université de Lausanne nous a donné des moyens, c'est tout récent, mais enfin c'est quand même venu. Et c'est un dictionnaire dont le principe est de produire une entrée de 2000 mots à peu près. Et actuellement, nous sommes peut-être à 100 ou 120. Bon, le but, c'est d'arriver à 300, 350. Mais enfin, mais c'est ouvert, quoi. Parce que l'idée, au fond, dans l'idéal, c'est de pouvoir en faire un dictionnaire interactif, c'est-à-dire que les auteurs reviennent sur leur entrée, qu'il y ait aussi des retours, une discussion, et puis que d'autres auteurs ou bien des lecteurs, en fait, interviennent au niveau du texte, quoi. Voilà. On peut dire que c'est à la fois partie, puisqu'il y a 120 entrées, mais en même temps, c'est en élaboration, dans la mesure où il faut trouver les moyens de trouver des plateformes qui lui permettent de le complexifier, quoi, en fait, puis qu'il y ait oui, des interactions, des retours sur... on aimerait qu'il soit le plus interactif, le plus collaboratif possible, quoi. Enfin, voilà, ça, c'est un projet bon, qui nous prend beaucoup de temps, mais disons qui est aussi intéressant, quoi. Enfin, si on veut réfléchir encore sur la discipline.